Dans quelques minutes, Lamia et le capitaine Paul Watson vont arriver. Et donc, je m'interromprai pour les accueillir avec vous le plus chaleureusement possible. Je voudrais vous remercier de votre présence. C'est un engagement en tant que tel. Bonjour, Carole. Tous les autres, je les vois, mais je ne leur parle pas. Mais Carole... Vraiment, merci de votre présence. Vous allez voir, on a, comme vous l'a dit Régent, des scientifiques qui prennent ce jour, ce temps, pour venir nous parler. Et on travaille avec eux. Ah, bonjour Benoît aussi. Est-ce que vous avez tous pensé à jeter votre téléphone portable avant la journée? Sinon, est-ce que vous auriez la gentillesse de le mettre sur avion, de façon à ce que pendant que nos orateurs vont prendre la parole, il n'y ait pas d'interruption, avec des petites musiques qui sont toujours super sympas, très rigolotes, mais personnellement, moi, ça coupe complètement ma concentration. Donc, merci beaucoup de votre présence. Biodiversité, le foisonnement du vivant. Le titre que nous donnons à nos rencontres aujourd'hui dit beaucoup de la manière dont nous choisissons ici d'aborder le problème complexe de notre rapport à la nature. Biodiversité, le foisonnement du vivant. Quand vous entendez parler du vivant, dans le brouhaha souvent, c'est pour évoquer son effondrement. La biodiversité s'effondre. Massivement, les espèces disparaissent. Les scientifiques, dans leur rapport à l'IPBES, la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les systèmes écosystémiques, et qui est un groupe international d'experts sur la biodiversité, ou les rapports de l'UICN, l'Union internationale de la conservation de la nature, qui est aussi une organisation intergouvernementale et qui est consacrée à la conservation de la nature, ou bien le GIEC, et ils sont l'équivalent du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, et qui est un organisme intergouvernemental chargé d'évaluer l'ampleur, les causes et les conséquences du changement climatique en cours. Et je vais vous demander de faire un triomphe au capitaine Paul Watson et à Lamia Essemlali. On peut se lever. Le capitaine Paul Watson, Lamia Essemlali. C'est l'arrivée la plus discrète qu'on pouvait vous proposer. Bienvenue, bienvenue, et merci d'être là. Je venais de commencer une petite introduction, et donc je la continue avec votre autorisation. Donc, ces organismes nous permettent de construire une feuille de route. Les scientifiques nous alertent, vraiment, depuis plus de 60 ans. Les scientifiques nous préviennent, vraiment, depuis le printemps silencieux de Rachel Carson, qui est peut-être le point de départ pour beaucoup d'entre nous, en 1962. Les scientifiques démontrent, mais très souvent encore, ils crient dans le désert.
Qui les entend? Qui les écoute? Nous entendons. Nous écoutons. Nombre d'entre nous connaissent la différence entre la pensée scientifique, celle qui est le résultat de processus d'élaboration de la connaissance et qui se différencie de l'opinion. La pensée scientifique est élaborée par un débat contradictoire mené par des chercheurs qui soumettent leurs propositions à d'autres chercheurs au moyen, par exemple, de publications dans des revues spécialisées. On connaît par exemple la revue Nature, elle est états-unienne, il en existe beaucoup d'autres. Une publication scientifique vaut de franchir une étape importante dans le processus d'élaboration de la connaissance scientifique. On comprend que si nous chérissons la liberté d'opinion, on ne saurait mettre sur le plan d'égalité l'information scientifique et l'opinion. Nos opinions ne sont pas les informations. Nous occuper ensemble de la biodiversité afin de favoriser le foisonnement du vivant est une affaire sérieuse. Elle requiert de nous fonder toujours sur une information fiable, dont la robustesse, pour reprendre l'expression mise en lumière par le biologiste Olivier Amand, qui vient d'arriver et que je salue, et que vous saluez avec moi par une salve d'applaudissements. Salut Olivier. Une affaire sérieuse dont nous pouvons nous occuper sérieusement. Nous pouvons nous en occuper. C'est peut-être le message d'aujourd'hui. C'est notre problème, c'est notre sujet. Nous pouvons nous en occuper. Ça n'est pas loin, ce ne sont pas les politiques qui vont faire les choses. Oh, ils font rien. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est nous pouvons nous en occuper. Ici, par exemple, ici, chez Pocheco, par exemple, nous tâchons, jour après jour, depuis une trentaine d'années, avec nos 75 collègues, de démontrer qu'il est possible d'œuvrer, en favorisant le foisonnement du vivant. C'est le choix de l'engagement, c'est le choix de la démonstration que c'est possible, dans ce contexte industriel, de travailler sans détruire. Nous contestons l'injonction de la destruction créatrice. Notre œuvre n'est pas hors sol. Nous ne pouvons produire que parce que le vivant nous accueille. Ici, la géologie, c'est l'extrémité nord-nord-est du bassin parisien. C'est une terre d'argile et de sable dans la boucle méandreuse d'une rivière locale, la Marque, une terre favorable au maraîchage pour nourrir le monde. Nous ne sommes pas ici comme nous pourrions être ailleurs. Le climat océanique doux alterne des ciels dégagés avec des averses de perturbations atlantiques qui se rechargent en traversant la mer et viennent s'écouler du haut vers nos plaines quand elles rencontrent la terre. Avec le réchauffement du climat, nous observons, nous qui? Les scientifiques, dont certains des esprits les plus affûtés de notre époque nous font le plaisir de venir partager leurs connaissances ici et maintenant. Avec le réchauffement du climat, nous observons que des épisodes brutaux lâchent en quelques heures, parfois en quelques minutes, des quantités diluviennes, d'eau de pluie, des rafales venteuses qui tordent les arbres. Le vivant, son foisonnement, ne sont pas à regarder exclusivement
sous le prisme d'un romantisme. Nous percevons la poésie du vivant dans le ballet sous-marin d'une troupe de cachalots, le froissement matinal d'un pétale de pivoine, le brillant éphémère d'une goutte de rosée posée à l'équilibre improbable de la pointe aiguë du brin du chien-dent. Parmi les arbres qui tentent un nouveau printemps, nous observons le vivant qui parfois nous émeut. Mais si j'en crois les statistiques, au vu du nombre de kilomètres carrés gagnés par l'artificialisation des sols, le romantisme cède au pragmatisme de ce que la pensée dominante appellerait le réel. À combien d'occurrences quotidiennes entend-on sur toutes les antennes de savants économistes rappeler le réel, au cas où, malgré le rouleau compresseur de leurs messages, nous serions égarés à rêvasser le nez au vent. Et nous laissons le bitume se répandre. Pas partout. J'ai vu, au fond du Causse Comtal, un entrepreneur privilégier le vivant sur l'artifice. Il a produit, par choix, un site industriel, quelques voies de passage limitées et principalement le pin du Causse protège faune et flore et les humains contre les températures extrêmes de l'été. Il n'en est pas moins productif, au contraire. Son site et son organisation font de son entreprise la mieux positionnée en Europe du point de vue des perspectives de la durabilité des affaires. Cet industriel conçoit donc son activité économique comme partie d'un tout intégrant la coexistence avec les autres expressions du vivant dans un foisonnement tel que les témoins que j'interrogeais me signalaient qu'il suffisait de passer un short et de quitter le bâtiment pour trouver des kilomètres de sentiers à perte de vue à parcourir dans les parfums mêlés de garrigues et de pin sambro. Biodiversité, le foisonnement du vivant. Activité industrielle, épisode climatique extrême. Nous démontrons qu'il est possible d'introduire cette complexité nouvelle dans la pensée d'entreprise. Ici, concrètement, entre 1997 et 2024, qu'avons-nous proposé? D'abord, de restaurer les conditions de travail qui ne mettent pas en danger la santé de l'équipe, réduction de la toxicité dans les recettes, amélioration de la qualité des matières premières, donc moins de pannes, donc moins d'interventions en machine, remplacement des équipements accidentogènes, par exemple les bus de séchage de nos enveloppes, par des alternatives économes en énergie et sans danger pour nos collègues. On a changé les cols, les encres. Il existe des formules moins toxiques. Utilisons-les. On a fait ce travail-là et on continue de le faire. Nous avons considérablement réduit notre dépendance aux énergies fossiles. Nous nous chauffons en récupérant la chaleur des machines et avec des palettes cassées. Nous réduisons notre consommation d'emballage à usage unique. J'ai calculé qu'en 30 ans, Pocheco, pour livrer ses enveloppes, 30 milliards d'enveloppes livrées en 30 ans, avait dépensé 9 millions d'euros dans des emballages qui sont fermés par un ruban adhésif, dont les palettes sont couvertes par un film plastique et un film étirable, donc du plastique, et qu'à l'arrivée chez nos clients, la première chose qu'on fasse, évidemment, c'est de défaire tout ça, de le mettre en boule et de le jeter en le triant, donc en prendre la place chez nos clients. Heureusement, des solutions existent. Vous allez entendre parler de Nefab aujourd'hui et de Benoît Détaré, que je salue aussi, le directeur général de Nefab, qui fabrique des boîtes en bois qu'on superpose dans les camions
mais c'est une autre histoire assez longue. Et comme je viens de faire une énorme digression dans ce que j'avais essayé d'apprendre pour vous, je vais revenir à mon discours. Il y a un peu d'enthousiasme sur la boîte en bois, je l'avoue. Donc nous allons réduire considérablement notre consommation d'emballage unique, puisqu'en fait, grâce à la boîte en bois, on remplace tout ce que je viens de dire qui était jetable, et il n'y a plus de jetable. Donc demain, on sera zéro plastique. Mais demain, c'est vraiment demain, c'est demain. Demain, vendredi, oui, merci. C'est malin. On va réduire aussi le nombre de camions sur les routes. Juste un exemple. Ça a déjà commencé. Je dis on va, mais c'est déjà en cours. Pocheco expédie 300 camions par an en système classique. Avec le conditionnement en boîte consignée, on est en mesure de superposer 2 palettes dans le camion. Au lieu d'envoyer 33 palettes, on en envoie 66. Donc on réduit par 2 la présence des camions sur les routes. En fait, c'est des cercles vertueux qu'on essaye de développer depuis 30 ans. Et il y a encore du travail. Je vous dis tout ça parce que ça doit vous engager à penser que rien n'est définitif. Ce sont des choix. Ces choix, nous les produisons et ensuite nous les assumons. Il faut un peu de persévérance. Mais les solutions existent pour réduire notre impact à tout instant. C'est donc une question de choix. En moyenne, sur les 30 dernières années, nos émissions de gaz à effet de serre ont baissé de 3% par an, soit 90% au total. Je vous dis ça le jour où l'information est publiée que 1,5 degré de réchauffement, on y est. C'est irréversible. Et par conséquent, nous baissons trop doucement. Et donc, il existe des solutions pour changer ça. Nous produirons ici, vous produirez des choix. Ces choix auront des conséquences. Tous nos choix ont des conséquences. Le site de Pocheco est devenu progressivement, une saison après l'autre, vivant. Aujourd'hui, nous comptons 82% de la surface de ce site aménagée en faveur du vivant. 64 espèces d'oiseaux, dont 45 sont protégées, passent ou nichent ici. 8 espèces de chauves-souris, toutes sont protégées, nichent ici. Et je ne vous parle pas du triton alpestre. Une surface rendue perméable, l'eau s'infiltre plus qu'elle ne ruisselle. Et donc, on arrête l'artificialisation des sols. On arrête d'étendre les surfaces de zones industrielles indéfiniment. On travaille à la réimperméabilisation des sols. Et pour 2025-2026, que changeons-nous? Que découvrons-nous? La poursuite du chemin vers le zéro plastique qui est permis par le système dont je vous ai parlé, qui s'appelle la Box Eco, qui a été créée par Nefab pour Pocheco. Le développement du ferroutage. On s'est aperçu il n'y a pas longtemps qu'il y a plein de lignes de ferroutage qui permettent de livrer, non pas en camion d'un bout à l'autre de la France. Si je livre le site de Bozoul depuis Forêt-sur-Marque, Bozoul, c'est le site dont je parlais tout à l'heure dans le Causse-Comtal, il y a 1000 km à faire en camion, sauf qu'un train est capable de faire 900 km. C'est la ligne qu'on va prendre au port de Lille. Et donc, on fera moins de 100 km en camion et 900 km en train électro-nucléaire de nuit. Voilà. Zéro plastique, zéro ruban adhésif, zéro plastique dans les cols, baisse de 84% des émissions de CO2 en moyenne sur tous les trajets. Et l'accueil du vivant sur toujours plus de surface. Si nous le faisons, tout le monde peut le faire. Parce qu'ici, chez Pocheco, on est comme à Armentières. Pauvre mais fier. Celle-là, normalement, elle est bonne, elle fait rire. Enfin bon, je ne serais pas... OK.
Bon, je n'ai pas de deuxième carrière dans le stand-up, en tout cas, c'est clair. Si l'effondrement des espèces est une réalité scientifique, si le réchauffement du climat est un constat, l'extension des zones artificialisées, l'acidification de l'océan, la dégradation toxique des résidus plastiques, un envahissement de toutes les strates aériennes, terrestres, marines et souterraines de la planète, nous pouvons nous déprendre. À quelles conditions serait-il possible de nous déprendre? L'économie, système alternatif au modèle économique conventionnel dominant. L'économie est-elle reproductible? Et si oui, à quelle échelle? À l'échelle du territoire métropolitain national de la France. L'Institut national de la statistique, l'INSEE, comptabilise à ce jour 272 000 sites industriels qui, à eux seuls, activent 5% de la population française. 3,2 millions de salariés travaillent dans ces 272 000 sites industriels. Si Doxalia à Bozoul, Nefab à Salbris, Natran à Maison-Alfort, la mairie de Genêt, à quelques kilomètres d'ici, et nous accueillons Madame la maire de Genêt, ici présente. Vous pouvez l'applaudir, c'est difficile d'être maire. Si les plus de 500 entreprises que le bureau ouvert, dirigé par Élodie Bia, que vous pouvez applaudir parce que c'est pas facile. Le bureau ouvert, Élodie Bia et son équipe, si les plus de 500 entreprises qu'Élodie et son équipe accompagnent dans leur transition, et si Pocheco à Forêt-sur-Marque sont inspirants assez pour que nous les multiplions par 1000, par 10 000, pour arriver dans 10 ans peut-être à 100 000, regardez l'effet de vos engagements sur le climat. Si 100 000 entreprises industrielles françaises s'engagent au même rythme que nous l'avons fait ici depuis 30 ans, alors nous réduirons les émissions de CO2 de 8 millions de tonnes par an, soit l'équivalent en CO2 des quantités émises par Paris et Lille réunies chaque année. Si 100 000 industries françaises s'engagent, comme ici, nous rendrons aux vivants des dizaines de milliers d'hectares de surface. Il suffit de le décider. C'est un choix que nous produisons. Cette journée de rencontre vous permettra de créer des liens entre vous. Vous n'avez jamais été aussi nombreux. Ça donne beaucoup d'espoir, votre présence. Vous pouvez vous applaudir. Cette journée de rencontre vous permet de créer des liens entre vous autour d'une question simple. Comment, à notre échelle, on sait bien qu'on ne changera pas le monde à nous tout seuls, là. Comment, à notre échelle, contribuons-nous au foisonnement du vivant? Pour accompagner vos travaux et votre cheminement intellectuel, nous vous proposons d'écouter le récit des femmes et des hommes de terrain et de science qui luttent, parfois seuls, depuis longtemps, avec cette même idée que le monde est beau, que le monde est vivant, que son foisonnement est fragile. Nous savons bien que nous ne changerons pas le monde à nous tout seuls, mais je fais le pari que ce soir, vous ne repartirez pas les mêmes qu'en arrivant ce matin. L'idée qu'à notre échelle individuelle, dans le cadre de nos collectifs de travail, nous trouverons les ressources pour changer nos pratiques,
changer nos pratiques. Préserver la santé et les milieux naturels pour accueillir toutes les formes du vivant et foisonner dans les couleurs et les parfums infiniment variés de la biodiversité. Merci beaucoup de votre attention. Merci Emmanuel. Merci à toi, et je ne te l'ai pas dit, mais j'ai rajouté quelque chose alors que je viens déjà d'éclater le temps. Je voudrais que vous me permettiez de prendre encore quelques minutes de votre bienveillante attention pour vous présenter une première fois. Vous allez avoir l'occasion de les rencontrer, mais je voudrais quand même leur rendre un hommage appuyé à nos intervenants et nos partenaires pour cette rencontre, cette journée de rencontre de l'économie. Leur présence et leur participation, pour nous, est un engagement auquel, avec vous tous, nous sommes extrêmement sensibles. Je vais juste lister les noms rapidement et je donne la parole à François. François Sarano est océanographe. Je ne voudrais pas du tout vous fatiguer à rester assis trop longtemps et j'aimerais énormément que vous vous leviez pour une ovation pour François Sarano, océanographe. Vous pouvez rester debout, je pense, parce que ça, je m'excuse, sinon ça va faire beaucoup d'exercices et vous repartirez plus fatigué que vous n'êtes arrivé. J'aimerais beaucoup une immense ovation chaleureuse, bienveillante, pour Lamia Essemlali, présidente de Sea Shepherd France et militante courageuse. Pour le capitaine Paul Watson, fondateur de la Captain Paul Watson Foundation. Pour Béatrice Crémer-Cochet et Gilbert Cochet, mesdames et messieurs. Ils sont naturalistes et photographes. Pour Jacques Blondel, biologiste. Pour Kalina Raskin, la directrice générale du CIBIOS. Je ne vois pas. Pour Olivier Hamon, biologiste et directeur de recherche à l'INRAE et directeur de l'Institut Michel Serres. Pour David Rothenberg, que je ne vois plus, musicien, professeur de philosophie. Pour Gaël Faure, qui sera musicien et chanteur ce soir pour le concert. Merci, merci beaucoup. Et puis, je vous présente rapidement, Régent, c'est promis. Quand je dis que je vais être rapide, en règle générale, je ne tiens pas ma promesse et c'est toujours long. Je fais des tunnels, mais là, il faut qu'on parle une seconde de Sator. Mesdames et messieurs, Pierre Gilbert et Justin Servant sont ici. Ils vont réaliser, d'abord, ils vous ont offert 10 heures de cours de formation à choisir dans leur catalogue, formation à distance, la plateforme Sator, S-A-T-O-R. C'est facile à retenir, mettez-le vous dans la tête, on va vous le répéter toute la journée. Sator, ça redresse. On ne te l'a jamais faite. Ouais. Elle est nulle, on ne l'a jamais faite. Hein? Dans une autre vie, je serais drôle. Pierre Gilbert, mesdames et messieurs, et Justin Servant. Pierre Gilbert. Il vous donne accès à 10 heures de cours qu'il vous offre. Vous pourrez écouter le cours d'Olivier Hamon. 10 heures d'Olivier Hamon. Après ça, vous ne dormez plus. Vous ne buvez plus, vous ne mangez plus. Vous respirez Sator. Vous respirez Olivier Hamon. Donc vous trouverez dans le sac qui vous est remis aux rencontres
un bon qui vous donne accès à cette offre. Je les remercie beaucoup parce que c'est une jeune entreprise qui a beaucoup de succès et qui se donne le mal de venir ici nous accompagner et nous soutenir. Je suis très sensible à leurs gestes. Je voudrais un mot pour l'Institut Michel Serres, qui est dirigé par Olivier, pour le CIBIOS, auquel, bien entendu, en quittant cette salle, vous aurez tous adhéré. Donc, tu étais à 100, Kalina, tu vas passer à 250 millions, parce que nos amis sont plus nombreux dans ma tête que ce que j'ai dans la salle. Vous êtes près de 200 personnes aujourd'hui, donc vous pouvez toutes et tous adhérer au CIBIOS, qui est cet organisme qui traite de la question du biomimétisme et qui vous met en relation les uns avec les autres pour concrètement changer nos pratiques. Sea Shepherd France, que nous recevons aujourd'hui avec grand plaisir, nous saluons les bénévoles qui sont présents à leur stand et sur le site. S'il vous plaît, à eux aussi, vous pouvez faire une sacrée ovation. Ouais. Un dernier mot encore. Actes Sud, la maison d'édition indépendante. J'avais l'année dernière essayé de faire un hommage à Jean-Paul Capitani. Je ne recommence pas cette année, sinon je vais encore chialer. Mais je pense très fort à lui à chaque seconde, parce que tous ces auteurs sont là, tous ces auteurs sont avec nous, et donc son œuvre est continuée. Vous trouverez à la vente à la librairie tous les ouvrages de nos intervenants. Je remercie la Climate House, qui est un espace de travail et d'échange sur la transition écologique. Vous l'observez, nous sommes de plus en plus nombreux à nous réunir pour ces rencontres de l'économie, donc j'aimerais vous rappeler nos prochains rendez-vous. En novembre, nous retrouverons Olivier Amand pour la formation d'une semaine sur la robustesse. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant auprès de notre équipe. Je vous propose aussi de réserver dès maintenant votre journée du jeudi 18 juin 2026. Vous voyez, on est le 19, donc c'est l'appel du 19 juin pour le 18 de l'année prochaine. Pour la prochaine édition de nos rencontres, nous choisissons de traiter le thème du chemin de l'eau. Enfin, j'adresse avec vous des remerciements à l'équipe de Pocheco dans son ensemble pour son travail magnifique, consciencieux, que je vous prie, s'il vous plaît, d'applaudir debout. Ça me ferait très plaisir. Et bien entendu, et ça n'est pas du népotisme, ce n'est pas parce que nous sommes mariés dans la vie que je vous demande une ovation pour Régent Dorval, le secrétaire général des rencontres de l'économie. Merci beaucoup.